À la une ce soir. C'est une négociation tough. Malgré la difficulté des négociations avec les États-Unis, Mark Carney se dit confiant. C'est une question de l'avenir des entreprises canadiennes. Et on a une démonstration ici que nous avons des options. Alors que le Parti québécois passe à l'offensive contre la CAQ, un moment très important dans une pré-campagne qui marque en fait le vrai déclenchement de la pré-campagne électorale, soit celui du dévoilement de notre slogan officiel. Les conservateurs jettent les bases de leur pré-campagne électorale avec un slogan. Aussi, ce soir, une femme brûlée à 30 de son corps par un réchaud de butane. Il est 17 h, voici votre nouveau info. Bonne fin de journée. Le premier ministre canadien a démontré qu'il ne se laisse pas atteindre par les propos désobligeants de Donald Trump. Parce que le président américain, on le sait, multiplie les attaques envers le Canada. Et sa dernière en liste, eh bien, c'est survenu lors d'une allocution à Las Vegas. On peut aller l'écouter. Canada's nasty. They are. They're nasty. People think Canada, they're nasty. People, I love the people, but they're nasty. Nasty leadership. Bon, et là, Mark Carney était de passage au Saguenay dans le cadre de l'élection partielle dans Chicoutimi-Le-Fjord. Et Lila, le premier ministre, ne s'est pas gêné pour dire ce qu'il pensait des insultes du président américain. Oui, il a réagi quand même, on va dire, de façon tempérée. Donc, Mark Carney s'est quand même un petit peu justifié. Hein. Est-ce que nous sommes nasty, comme le dit Trump? Eh bien, pour le premier ministre, on est dans une négociation. Donc, on doit être tough, on doit être difficile. On peut l'écouter. C'est une négociation tough. On peut changer l'adjectif et dire nasty, mais le Canada, c'est une question de job canadien. C'est une question de l'avenir des entreprises canadiennes. Donc, en résumé, Mark Carney se veut rassurant. C'est facile, il disait, de discuter avec Donald Trump quand c'est nécessaire, a-t-il dit. Et puis, Carney qui veut un accord donc gagnant-gagnant. Il ne veut pas, en fait, qu'il y ait une escalade dans les tensions, évidemment. Et puis, pareil, il reste qu'il y a des leviers, selon lui. Et pour une rare fois, le premier ministre nous a donné un petit peu d'informations sur ses options. Et quelles sont ces options, justement? Nous avons des options. Et nos options est d'investir dans l'avenir, d'investir dans la durabilité, et de créer d'autres occasions pour nos exportations. OK, on a des choses que les Américains veulent. Ils disent qu'ils ne veulent pas, mais ils veulent. Les minéraux critiques, par exemple, l'énergie, potache, tout cela. Ça, c'est la raison pour laquelle le Canada est tough avec les États-Unis. Alors, l'un des principaux intéressés, quand même, c'est Dominique Leblanc, en fait, qui se trouve à Washington depuis mardi pour les dites négociations. Et justement, il a rencontré le représentant américain du commerce aujourd'hui. Il s'est aussi entretenu avec les ministres responsables des commerces des provinces et des territoires. Important, il a dû peut-être apporter des infos. Et puis, pour lui, alors, est-ce que c'est tough, lui aussi? Est-ce que pour lui, c'est nasty? Il y a des journalistes qui lui ont demandé. On peut l'écouter. Est-ce que vous pensez que le Canada a une nasty leadership? On va pas... Attends, on ne veut pas que vous tombez, là. Ouais, disons qu'il n'a pas répondu à grand-chose. Mais là, il y a le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, qui réitère son impatience concernant les négociations avec les États-Unis. Ouais, Pierre Poilievre qui dit que le Canada fait preuve de faiblesse. Il était donc de passage à Terre-Neuve aujourd'hui. Et donc, pour lui, il n'y a pas de résultat, finalement. Il dit qu'il ne comprend pas les concessions qu'a pu faire le premier ministre à Donald Trump. Je pense qu'on peut l'écouter. I don't understand the strategy of making concession after concession after concession before even getting to the negotiating table. He backed down on the digital services tax, the Netflix tax. He agreed to Mr. Trump's demands on military spending and counter tariffs. Donc on rappelle que les négociations, elles sont en cours et elles ont pour but évidemment d'éviter ces tarifs au 19 août. Je rappelle, ces tarifs, c'est 50% sur à peu près 28 milliards de nos exportations. Ouais, voilà. Merci beaucoup, Lila. Merci. Salut, Victor. Salut Sabrina. Bon, politique provinciale, il y a le PQ qui a présenté son candidat dans Lévis aujourd'hui. Il va quand même affronter Bernard Drainville. Ça s'annonce être sûrement une élection serrée?
Ça va être une élection serrée, c'est sûr, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que dans la région de Chaudière-Appalaches, le vote conservateur est extrêmement fort. Mais oui, aujourd'hui, Yannick Godbout, le candidat du Parti québécois, élément intéressant, Sabrina, Yannick Godbout, dans la conférence de presse, a dit que, comme ancien employé de l'État, il savait comment est-ce qu'on pouvait diminuer, couper dans les dépenses de l'État sans couper dans les services. J'ai l'impression que c'est une promesse que j'entends à chaque élection, donc j'ai bien hâte de voir quelle sera la recette présentée par le Parti québécois ce coup-ci. Un premier bain intéressant pour le nouveau candidat péquiste dans Lévis. Oui, vraiment. Et sinon, chez les conservateurs, nouveau slogan qui a été présenté aujourd'hui par Éric Duhem, ça s'appelle « Oser pour vrai ». T'en penses quoi? Je trouve le slogan conservateur extrêmement intéressant parce qu'il a une cible très précise. Les conservateurs, et Éric Duhem l'a reconnu de façon très claire aujourd'hui, cherchent à remporter la région de Québec, Chaudière-Appalaches, capitale nationale. Et dans le fond, le message ici, c'est de dire aux gens, vous voulez voter conservateur, on est en avance dans les sondages, mais faites-le pour de vrai, faites-le concrètement. La peur chez les conservateurs, c'est que au travers de l'élection, on tombe dans un vote plus stratégique, peut-être plus naturel aussi de retourner vers d'autres partis, parce qu'on voit qu'en ce moment, les conservateurs ont une avance intéressante dans la région de la capitale nationale et on ne veut pas perdre ça. Ça se décline aussi très bien en termes de plateforme politique. Donc, très bon slogan, selon moi, pour Éric Duhem. Et aussi, les conservateurs, on avait dit qu'on allait en reparler et ça va se passer aujourd'hui. Les conservateurs qui sont en avance, particulièrement dans la région de Québec, comment on explique ça? Alors, les conservateurs qui ont 6 points d'avance dans la région de Québec, je pense qu'il y a 2 éléments. La première chose, c'est que du côté des conservateurs, clairement, on a revu la stratégie de 2022. En 2022, on était partout au Québec et à un moment donné, lorsqu'on est un nouveau parti, on étend ses forces partout, on finit par perdre aussi de l'énergie. Là, on est beaucoup plus concentré dans la région de Québec. Également, on le voit ici avec le recrutement de Maïté Blanchette-Vézina et les autres recrutements dans la région. C'est clair qu'on a une liste de candidats extrêmement intéressante aussi. Et bien entendu, à un moment donné, lorsque tu montes dans les sondages, il y a un élan qui se crée puis une vague. C'est pour ça qu'on voit que les conservateurs remportent 1 ou 2 points à chaque sondage. Et ça, c'est de très bon augure pour eux. Et quand on dit qu'on commence vraiment à être en pré-campagne électorale, ça a été le retour des vacances de Paul Saint-Pierre Plamondon. Comment ça a été, ça? D'abord, c'était une très bonne stratégie de la part du PQ de mettre le chef en pause parce que Paul Saint-Pierre Plamondon est le meneur et il est là depuis 3 ans, donc on n'a pas besoin de le faire connaître. Maintenant, aujourd'hui, M. Saint-Pierre Plamondon revenait et ça a été une conférence de presse complexe, je dirais. Un peu d'impatience face aux journalistes. C'est toujours difficile de faire la première, mais là-dessus, dans les prochaines semaines, il devra faire attention parce que l'impatience en campagne, ça peut donner un très mauvais message à la population. Oui, vraiment. Et là, surtout qu'on sait, présentement, quand même, le Parti québécois est toujours en avance, suivi de très près par le Parti libéral du Québec. On l'a vu hier dans un sondage Palace Data. Mais somme toute, tout peut changer quand même. Merci beaucoup, Victor, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, Sabrina. Bonne soirée. Maintenant, une campeuse l'a vraiment échappé belle. C'est qu'elle a été grièvement brûlée après que son poêle au butane ait explosé. Et c'est une situation particulière qui démontre à quel point il ne faut pas minimiser les dangers. On va aller écouter les détails avec ma collègue Juliette Poirot. Ma face un matin. Nancy Lortie a vu son séjour au camping virer au cauchemar. Elle a été brûlée sur 30% de son corps, au visage, au ventre, aux bras, à la poitrine, après que son brûleur au butane ait explosé. Sur Facebook, elle a décidé de montrer ses brûlures pour sensibiliser la population sur la dangerosité de ces appareils de camping. La plupart des incidents sont reliés avec une mauvaise utilisation de l'appareil. Par contre, ça peut aussi être une défectuosité de l'appareil. Donc, c'est de là que ça prend les mesures de sécurité. Il faut faire attention à nos appareils. Également, étant donné que c'est des appareils de camping, souvent, c'est des appareils qui n'auront pas servi 6 à 8 mois dans l'année. Donc, quand on se prépare à notre saison de camping, c'est important de faire l'inventaire de l'ensemble de nos équipements qu'on a. Les brûleurs au butane peuvent en effet être très dangereux. Les histoires d'appareils de cuisson pour le camping qui prennent feu sont nombreuses. Seulement en dessous de la publication de Nancy, plusieurs personnes ont partagé des histoires similaires. Et ici, au camping de Boucherville, même si les campeurs sont habitués d'utiliser des appareils de cuisson portatifs pour le camping, eh bien, ils savent qu'il faut être prudent. Bien sûr que les enfants soient plus éloignés et puis je reste proche. On essaye de faire le plus sécuritaire qu'on peut. On garde toujours une personne qui regarde. On essaie de l'utiliser avec un récipient assez large là, pour pas que ça tombe. Là, puis on n'en met pas trop. Là, ou on demande aux enfants de jouer un petit peu plus loin quand on fait bouillir de l'eau. J'avais presque eu un accident parce que
Ils ont laissé le butane partir, mais ils ont oublié de l'allumer. Et à cause de ça, dès que j'ai allumé, toutes les poils sur mon bras droit ont brûlé. Si on s'assure d'avoir des appareils qui sont homologués et qu'on est capable de bien utiliser en respectant les consignes, ça peut se faire de façon sécuritaire. Sur un autre ordre de grandeur, en ce moment, depuis 3 ans, avec les campements pour itinérants qui sont en croissance partout sur l'île de Montréal, bien, on a également une quantité d'incendies qui va en augmentant. Et dans ces campements-là, souvent, on va retrouver de très grosses bouteilles de propane, des plus petites bouteilles de propane comme celles sur notre barbecue ou des appareils au butane. C'est pas rare que dans un feu de campement, nos équipes arrivent en premier et ce qu'on entend, c'est des explosions de toutes sortes parce que ces équipements-là de camping sont en train d'exploser. Santé Canada émet même régulièrement plusieurs recommandations pour une utilisation sécuritaire des réchauds et des appareils de cuisson portatifs. La plus logique, oui, mais bien sûr, la plus importante, c'est de suivre à la lettre les instructions du fabricant. Au camping des îles de Boucherville, Juliette Poirot pour Nouveau Info. Vous avez un sujet d'enquête à nous transmettre, une nouvelle vous fait réagir ou vous avez une histoire à partager, bien, je vous invite à nous écrire par courriel. Et vous pouvez également m'écrire personnellement au s.rivet@nouveau.info. Les emblématiques boules colorées du village feront leur retour au-dessus de la rue Sainte-Catherine-Est à Montréal. La Ville confirme qu'il y aura d'autres changements dans le vaste projet de revitalisation du secteur. Marie-Cathy Marre explique. Les célèbres boules du village reprendront leur place au-dessus de la rue Sainte-Catherine-Est. Les boules sont bien plus qu'une œuvre d'art. Elles sont devenues un symbole du village. Elles sont devenues un symbole de Montréal. Et des milliers de sphères, toutes différentes, réunies dans une seule œuvre, à l'image du village, d'une communauté où chacun peut être pleinement lui-même. Les boules avaient été retirées du village en 2019, 8 ans après avoir fait la fierté du village à la demande du créateur lui-même, Claude Cormier. Je dirais qu'on a remarqué la fin du projet des boules et c'est pour ça qu'on est aussi enthousiaste à l'idée du retour des boules dans le village. Donc on s'attend quand même à ce que le retour des boules dans le village, ça ramène aussi toute une clientèle touristique qui va créer de l'achalandage. Là, c'est une annonce qui est faite durant la fierté. Est-ce que tu sens que dans les dernières années, on était un peu moins fiers? Oui, il y a même des gens des communautés qui venaient plus. Il y a 2 vitesses en ce moment. Il y a une ouverture comme jamais. Il y a une bienveillance chez les Québécois et les Québécoises qui est à souligner. Mais il y a en parallèle aussi une violence décomplexée. Et je pense qu'on a besoin de ce village-là pour nous rassurer. C'est un lieu d'invitation, pas juste pour les communautés LGBTQ+, pour tout le monde. C'est évident que c'est pas les boules qui vont régler le problème de l'itinérance, le problème de la santé mentale dans les rues. Et c'est sûr que ce ne sera pas les boules. Mais ça fait du bien en maudit au moral. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Un des aspects des interventions peut-être plus présentes sur la rue Sainte-Catherine, c'est que les activités indésirables vont se déplacer vers les rues transversales, vers les mini-parcs. Et ça, évidemment, ça affecte très directement la situation des résidents. En fait, le village s'apprête à accueillir près de 30 000 nouveaux résidents dans les prochaines années avec tout le développement immobilier autour. C'est énorme. C'est l'équivalent d'une ville qu'on rajoute dans un centre-ville. Donc, il faut le préparer, ce quartier-là, pour l'arrivée de ces nouveaux résidents. Puis le réaménagement de la rue Sainte-Catherine, mais c'est au cœur de ce nouveau village-là qu'on est en train de construire. Puis les études le démontrent, l'occupation positive de l'espace public, ça contribue au sentiment de sécurité des personnes qui le fréquentent, qui habitent le secteur. Symbolique, ce geste est le premier d'une série d'autres. Nous reconstruirons complètement les conduites d'aqueduc et d'égouts. Nous intégrerons des infrastructures vertes. On va remplacer le terrazzo prévu par du béton et du granit beaucoup plus résistant. Et nous avons aussi choisi un mobilier urbain fabriqué ici même dans les ateliers de la ville par nous, Col Bleu. Nous avons choisi un aménagement qui va être flexible. Une rue où les piétons demeurent prioritaires, mais où on conserve la possibilité d'adapter son fonctionnement selon les besoins. On l'a vu il y a 1 an, quand le projet avait annoncé par la mairesse Plante à l'époque. La SDC était d'accord avec le projet. Tout le monde était prêt à travailler ensemble pour justement animer la rue l'hiver. Effectivement, il faut faire un travail d'animation. Tout était en place, tout était prêt. Puis là, on retourne à la table de dessin sur la piétonisation. Le budget de réflexion reste le même que celui qui avait été annoncé par la précédente administration, soit de 200 millions de dollars. Le coût des boules, quant à lui, sera de 2,5 millions de dollars sur 10 ans. À Montréal, Marie-Cathy Marre pour Nouveau Info.
Au lendemain de l'annonce de son retrait à la toute dernière minute du tournoi de l'Omnium Banque Nationale, Félix Auger-Aliassime a reçu aujourd'hui beaucoup de messages de soutien. Il faut dire qu'il n'est pas le seul à avoir dû se retirer du tournoi montréalais en raison d'une blessure. Et pour en parler, je joins au stade IGA l'ex-directeur de l'Omnium Banque Nationale, Eugène Lapierre, que vous connaissez bien. Bonsoir, Monsieur Lapierre. Bonsoir. D'abord, qu'il y a autant de joueurs canadiens qui se sont retirés du tournoi montréalais en peu de temps, est-ce que c'est une première pour le tournoi de Montréal? Il faudrait regarder, mais 3 joueurs qui se retirent, je crois que c'est la même journée même. Je croirais que c'est une première et je pense que c'est un peu un hasard aussi. Le nombre de retraits dans les tournois dû à des blessures augmente à chaque année dans tous les tournois. On le voit. Alors, on est malchanceux cette année que ça touche nos joueurs particulièrement, mais je pense qu'on risque d'en voir beaucoup des blessures dans les années à venir. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui explique qu'il y a autant d'abandon et de blessures, en fait, chez les joueurs professionnels de tennis, comme ça? Bien, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. D'abord, le sport est rendu beaucoup plus violent physiquement. Alors, on le voit depuis quelques années, les joueurs glissent sur une surface dure. Alors, c'est de l'asphalte qui est peinte avec de la peinture caoutchoutée dans laquelle on met des granules pour la rendre plus rapide ou moins rapide et ainsi de suite. Donc, imaginez-vous glisser là-dessus. Moi, j'en reviens juste pas. On les voit, ils glissent. Imaginez-vous le stress que ça fait aux chevilles, aux genoux, aux hanches, au dos. Comme tel. Alors, c'est très, très dur. C'est plus violent que le tennis est plus violent qu'il n'a jamais été pour la pratique. Pas juste dans le tennis masculin, on le voit dans le tennis féminin aussi. Des fois, j'ai l'impression que c'est plus apparent encore. On voit les joueuses arriver, puis ils ont déjà des bandages un peu partout sur le corps pour prévenir, pour préserver d'anciennes blessures ou des choses comme ça. On en voit partout. J'ai créé un bon lien avec nos médecins ici du tournoi. On a un groupe de 5 médecins vraiment formidables. Et il y a quelques années, il y a 2-3 ans, on a créé un centre médical vraiment dans notre centre. On a investi pas mal pour créer ça. Il était tellement content. Mais quand on va visiter cet endroit-là, c'est un hôpital, je vais vous dire. Wow. Et quand eux autres, ils me disent, quand arrive le début, les joueurs arrivent d'Europe et tout ça, c'est terrible. Les bobos qu'ils ont, là, ils arrivent tous, ils passent tous à tour de rôle, puis ils viennent nous voir et tout ça. Puis là, il faut essayer de les aider le plus possible de ce côté-là. Vraiment? Alors, eux sont témoins que le tennis est rendu plus dur qu'avant. Ouais, ça demeure comme assez impressionnant. Et là, en plus de tous les retraits, il faut dire que la météo n'aide pas vraiment l'Omnium Banque Nationale cette année. Est-ce qu'au final, ça va être une édition qui sera plutôt à oublier, là? Oui. Bien, la météo, je vais vous dire, il y a eu un peu de pluie au début. On est habitué, on a toujours de la pluie, puis on finit toujours par jouer quand même. Moi, je pense que la chaleur va devenir un facteur de plus en plus. C'est dur pour les joueurs. C'est vraiment difficile là, sur le terrain de jouer à des 27, 28, 29 degrés. Parce qu'en bas, dans le bol, sur le central, c'est encore pire. Là. Ça, oui. Je ne sais pas si on calculait la température, mais c'est encore pire. Mais je me dis, c'est pas beaucoup mieux pour les spectateurs. Alors, à un moment donné, il va falloir réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire. Exact. Ouais. Ça remet sur la table, en fait, le débat sur un toit pour le stade IGA. Donc, bref, M. Lapierre, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Ça fait plaisir. Merci. Bonsoir, Raphaël. La 36e saison des Simpsons sera bientôt disponible et tu as eu la chance d'aller voir en studio les gens qui enregistrent les mythiques voix des Simpsons. Rare accès au studio de doublage des Simpsons. J'ai rencontré Chantal Barry qui a repris le flambeau pour la voix de Marge Simpson. On se souvient que c'est Béatrice Picard qui était derrière cette voix-là. Et j'ai rencontré celui qui est derrière la voix d'Homer depuis maintenant 8 ans, Thierry Dubé. Et je leur demandais, ça change quoi que les Simpsons soient doublés au Québec? Parce qu'on sait qu'il a failli pas avoir cette 36e saison des Simpsons doublée chez nous. Heureusement qu'il y a eu cette entente entre Bell Media et Disney. Pourquoi c'est important que ce soit doublé par des Québécois, des gens de chez nous, les Simpsons? Mais c'est tellement adapté ici avec nos vedettes, nos politiciens, notre façon de parler. Homer... Identitairement, c'est nous. Homer puis Marge, là, c'est des Québécois moyens
comme en français, quand on les fait, c'est vraiment des Québécois moyens, comme c'est des Américains moyens. Puis comme la version en France, c'est des Français moyens. C'est pour ça que ça se pouvait pas avoir une version française. Mais non, surtout, il se fie sur l'actualité québécoise. Fait que c'est toujours adapté en fonction de ce qui se passe dans l'actualité ici. Ouais. Dis-moi, ça ressemble à quoi une journée typique de doublage de voix? Ça va assez vite. Ils ne révisent pas les textes avant, ils regardent la scène une fois, puis tout de suite, on enregistre. Mais il y a quand même une préparation avant une journée de doublage. C'est plutôt l'hydratation, puis il faut que ce soit doux pour les cordes vocales. C'est plutôt ça, l'hydratation, mais tu fais pas... Moi, c'est de l'inspiration. C'est pas une préparation physique, c'est que des fois, on disait ça tantôt, j'ai dans mon téléphone quelques petites phrases clés d'Homère d'il y a quelques années, puis je fais juste me mettre en tête. C'est comme il y a toujours une phrase, « Ben, voyons donc, qu'est-ce qu'on va faire, là? » Ça, c'est... C'est la phrase, la référence. Ah, ben oui, donc, c'est qu'on va faire, là. Fait que des fois, je me répète juste ça une couple de fois. Ça me met dans le personnage. Même chose pour moi, j'en ai dans mon dictaphone une couple de phrases de, mettons, Marc, parce que les autres, j'ai pas besoin, là, mais... puis en auto, en m'en venant, là, je l'écoute 2-3 fois. Chantal Barry parle de Marge Simpson, mais elle est aussi derrière la voix de Milhouse. Depuis le début, elle signe la voix de Milhouse depuis maintenant 36 ans. Ça vient d'où, cette voix-là de Milhouse? Moi, j'ai étudié en théâtre, OK, au conservatoire. Ouais. Les diphtongues, c'est quand tu t'allonges. Puis c'est tout ce qu'il fallait pas faire quand tu fais jouer un classique ou, tu sais, j'ai étudié en théâtre. Fait que là, ça, c'était tous les défauts qu'il fallait corriger quand tu étudies en théâtre. Fait que moi, j'ai pu me servir de ces défauts-là pour... Ça, c'est votre idée? Oui. Elle avait auditionné d'abord pour la voix de Bart Simpson et finalement, on lui a donné la voix de Milhouse. Ça fait 36 ans d'amour entre les deux, puis 36e saison des Simpsons. Sur The Voice of Crave cet automne. Merci beaucoup! Pour ceux et celles qui sont encore en vacances, eh bien, disons que le beau temps se fera plutôt rare. Le mois d'août s'annonce très chaud, mais avec des précipitations fréquentes et souvent même des orages un petit peu partout à travers le Québec. C'est ce que dévoilent les prévisions d'Environnement Canada pour les prochaines semaines. Mais vers la mi-août, par contre, le temps devrait s'adoucir. Le mercure sera plus confortable et surtout, les météorologues prévoient moins de pluie. Et alors que le prix des aliments ne fait qu'augmenter, il y a quand même une bonne nouvelle. Il y a le maïs québécois qui a baissé de 23 %, ce qui veut dire que le prix d'une douzaine de blé d'Inde, c'est environ 13 $. Après un printemps et un début d'été marqué par une météo plutôt capricieuse, eh bien, la chaleur et la pluie des dernières semaines ont favorisé des rendements plutôt exceptionnels dans plusieurs régions du Québec. Donc, ce qui veut dire que l'offre est maintenant abondante, ce qui fait redescendre les prix sur les étals. Et justement, ce soir, on va discuter du prix du blé d'Inde avec la directrice générale adjointe de l'Association de producteurs maraîchers du Québec. On va pouvoir en apprendre davantage. Alors voilà, là-dessus, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci à toute l'équipe et on se retrouve ce soir dès 22h pour notre bulletin. Passez une bonne soirée.